Bienvenue dans Parole au coach, le podcast qui donne la parole aux coachs sportifs. Dans ce podcast, j'accueille différents coachs sportifs qui vont nous parler de développement personnel, d'entrepreneuriat et de comment aujourd'hui, en 2021, on exerce le métier de coach sportif. Je suis François Jorin, fondateur d'un organisme de formation spécialisé pour coachs sportifs, dont l'objectif est d'augmenter la visibilité des coachs sportifs sur les réseaux sociaux et de développer avec eux leur système de coaching sportif en ligne. Ce podcast est avant tout un bon moment d'échange entre entrepreneurs passionnés du sport, de la remise en forme et du fitness. Si tu es coach sportif du moins et que tu souhaites y participer, je t'invite à m'envoyer un mail à fg@françoisjorin.com afin de me demander et puis on pourra fixer ensemble une date pour effectuer ce podcast. Si tu es un particulier qui souhaite se remettre en forme, je t'invite à contacter mes invités directement sur les coordonnées que tu retrouveras en lien sous la vidéo ou sous le podcast selon sur la plateforme à laquelle tu le regardes. En ce qui me concerne, si tu es coach sportif et que tu souhaites rejoindre une de mes formations, je t'invite à regarder tout de suite une de mes conférences gratuites. Tu tapes sur ton navigateur françoisjorin.com/bienvenue et tu auras accès à la conférence, la dernière conférence en date que j'ai pu effectuer. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Alors aujourd'hui, j'ai un invité un petit peu spécial puisqu'il n'est pas coach sportif, il est préparateur physique. Olivier, bonjour. Bonjour François. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce podcast. Je crois que tu as écouté un des autres podcasts que j'ai diffusé sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Et puis du coup, on s'est contacté. Et du coup, présente-toi un petit peu qui tu es, quelle est ton activité actuellement. Oui, je t'ai découvert sur le podcast avec Christophe Batz. Je m'appelle Olivier Bollier, j'ai 44 ans, je suis préparateur physique, c'est-à-dire que je suis un coach sportif, mais 100% de mes clients sont soit des athlètes professionnels, soit des athlètes de haut niveau qui n'ont pas le statut d'athlète professionnel, mais qui sont à temps plein sur leur entraînement. Ça, c'est mon activité principale. Mon activité secondaire, c'est la formation. Je suis formateur depuis longtemps au sein de l'UFR STAPS de Lyon, principalement à l'intérieur du Master 2 et du diplôme européen. Et depuis un peu plus d'un an, je suis formateur en ligne. J'ai mes formations online, digitales. Super, super. Et du coup, explique-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé d'abord à devenir préparateur physique et puis qu'est-ce qui a fait que par la suite, tu enseignes à l'UFR STAPS et puis derrière que tu t'es lancé dans la formation. Qu'est-ce qui a déclenché ces différentes étapes de ton parcours? En fait, moi, j'étais un bon jeune. J'avais un bon niveau dans les catégories jeunes en athlétisme. J'étais un bon lanceur de poids. Et puis, malheureusement, je me suis blessé assez grièvement au dos assez jeune. Donc, ça a stoppé ma carrière. Bon, il faut s'imaginer qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas le même niveau de professionnalisation et le même niveau de suivi. Donc, j'ai jamais pu revenir à mon niveau. Et donc, de cette frustration est née l'envie de faire réussir les autres là où moi, je n'avais pas réussi. Et c'est tout naturellement, je me suis tourné vers l'entraînement sportif et la préparation physique. Alors déjà, quand j'étais athlète, c'était un sujet qui me passionnait. Hein. C'est pas juste né de la frustration de la blessure, c'était un sujet qui me passionnait en parallèle de mon entraînement, étudier ce qu'on me faisait faire, le pourquoi du comment, bref, le côté de conception, ça a toujours été un sujet qui me passionnait. Donc tout naturellement, malheureusement, suite à la blessure, j'ai basculé dans la préparation physique. Voilà pour l'histoire. D'accord, ouais, c'est quelque chose qu'on voit souvent, je trouve, dans les parcours entrepreneuriaux et quand on est en indépendance, c'est que généralement, ça arrive souvent que c'est suite à un échec, quoi. Typiquement, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui ont créé leur entreprise après, par exemple, un licenciement ou même parfois après des problèmes familiaux durs. Et effectivement, là, dans ton cas, du coup, c'est plus, ouais, effectivement, une blessure, quoi. Ça s'explique assez bien parce que quand tout va bien, quand tu nages dans le bonheur et tout, tu ressens pas le besoin de faire quelque chose d'autre puisque tout va bien, quoi. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, c'est juste. Hein, c'est que d'une frustration ou d'un problème que peut naître des choses parce que si tu nages dans le contentement, pourquoi faire autre chose? C'est clair. Et du coup, donc, tu es préparateur physique, mais tu es en indépendant, c'est-à-dire que tu ne travailles pas, tu n'es pas salarié, tu ne travailles pas pour une entreprise ou une association ou quelque chose. Non, depuis 20 ans que je suis préparateur physique, je suis indépendant, je suis freelance.
J'ai travaillé pour des athlètes en individuel. Je travaille d'ailleurs toujours pour des athlètes, donc je suis ou payé par les athlètes directement ou payé par les clubs. C'est arrivé pendant 4 ans quand je préparais Lyon Natation en natation, donc en préparation physique en natation. Et depuis maintenant 2 Olympiades, je suis payé en freelance par la Fédération française de ski pour gérer certaines équipes nationales. Mais ce qui est commun dans tous ces jobs, c'est que je suis toujours freelance. J'ai jamais été salarié d'aucune structure. D'accord. Et il y a une raison particulière à ça ou c'est juste que ça s'est fait comme ça Alors, au début, ça s'est fait comme ça un peu par hasard, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'il y a 20 ans, la prépa physique, surtout en France, à part bosser dans le foot ou le rugby, il y avait quand même peu de chances d'être salarié de qui que ce soit. Donc, si tu voulais gagner ta vie, ben, les gens, ils te faisaient travailler sous format de travailleur indépendant. Donc, ça s'est fait un peu comme ça, par obligation à l'époque. Et puis finalement, je me suis retrouvé complètement dans cette image du travailleur indépendant, quoi. Contrairement à mon éducation, on m'a toujours bassiné qu'il fallait être fonctionnaire et qu'il fallait être protégé. Ce que je peux comprendre d'un point de vue de mes parents, tu vois, la sécurité, ça peut être important pour eux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment plus ou moins fité à un type de job, quoi. Il y a des gens qui sont très heureux et très épanouis dans le salariat, mais d'autres qui sont complètement étouffés par ce système. Et moi, je me suis rendu compte, contrairement à ce que mon éducation m'avait apporté, que moi, je m'épanouis pas du tout dans le salariat, ou du moins pas dans le salariat à temps plein, 9h, 17h, quoi. C'est quelque chose qui me démotive et je n'arrive pas à voir les tenants, les aboutissants. Donc voilà un petit peu pour le pourquoi du comment, quoi, de l'indépendance financière. D'accord. Et comment dire, tes athlètes aujourd'hui, donc ils sont plutôt dans quel sport particulièrement? Ben, principalement dans les sports d'hiver, puisque ça fait 2 Jeux olympiques là, que je suis avec la Fédération française de ski. Donc j'ai à peu près une douzaine, ouais, ça dépend des années, mais une douzaine d'athlètes sur les Jeux d'hiver. Et j'ai encore quelques athlètes sur les Jeux d'été en natation, mais là, c'est des athlètes en contrat individuel. Mais principalement, sur tous les Jeux olympiques auxquels j'ai eu des athlètes sélectionnés, j'en ai eu, Tokyo, ça sera les 6e. Si certains de mes athlètes se qualifient, j'en ai eu 4 pour les Jeux d'hiver et 2 pour les Jeux d'été. Donc moi, c'est plutôt Jeux d'hiver. D'accord, passionnant. Et du Donc coup, donc ski, sport de ouais. glace, enfin sport de neige et sport de glace plus précisément. Patinage artistique, danse sur glace, ski de fond, snowboard évidemment. Voilà pour les sports plus précisément. D'accord, et donc chaque hiver, du coup, j'imagine que tu accompagnes les sportifs pour leur compétition, ou est-ce que tu les prépares le reste du temps et puis eux, ensuite vont faire leur compétition Bah, sur ça dépend place du contrat qui me lie avec la fédération. Jusqu'à maintenant, j'avais des contrats plutôt liés à leur préparation loin de la neige et j'allais assez peu aux compétitions, à part pour les Jeux Olympiques où là, tu y vas parce que tu y vas 15 jours avant, il y a des entraînements. Mais quand tu vois, tu laisses les athlètes partir et que 3 jours plus tard, ils sont en compète, il n'y a pas une plus-value énorme à être sur place. Et puis, ça fait faire aussi des économies au club et aux fédérations. Donc, je suis plutôt côté non compète, quoi, plutôt. D'accord. Ok. Ok, ok. Et comment est-ce que du coup, tes clients, selon leurs objectifs, je sais pas, quel est ton... Est-ce que tu as une méthode ou est-ce que tu as une façon de faire différente des autres, ou en tout cas pas forcément différente des autres, mais quelque chose qui te caractérise pour aider tes athlètes à atteindre leurs objectifs? Bah, moi, en fait, je me positionne plus d'un point de vue de l'individu plutôt que d'un point de vue du sport. Souvent, en préparation physique, on se dit, bah, on veut préparer un skieur. Le ski, c'est tel groupe musculaire, tel niveau d'effort à produire. Bref, on décortique le sport et on fait rentrer le sportif dans ce sport, ce qui n'est absolument pas une mauvaise chose. C'est quelque chose que je fais, mais moi, dans un premier temps, je pars plutôt du sportif. Tu vois que j'ai un skieur ou un nageur, fondamentalement, c'est un être humain qui est confronté à des problématiques physiques. Et finalement, il y a plus de choses qui relient les différents sports plutôt qu'il les séparent. Donc moi, en fait, je pars de l'athlète, je cherche le maillon faible à l'intérieur des différents secteurs de l'individu, quel groupe musculaire est faible par rapport au reste de la structure, quel système énergétique doit être développé parce qu'il est faible. Parce que tu vois un petit peu le principe du maillon faible, c'est que si tu compares ça à une chaîne musculaire et à une chaîne en métal, tu vois, une chaîne, elle est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. C'est-à-dire que si tu tires sur une chaîne en métal, c'est le maillon faible qui va péter, c'est pas les maillons forts.
Là, c'est le même principe pour les chaînes musculaires ou pour l'individu en général. C'est le maillon faible qui limite la production globale de la chaîne. Donc moi, je m'attache à avoir les maillons faibles les moins faibles possibles. Et après, dans un second temps ou parallèlement, ça dépend comment on fonctionne, je m'occupe de le faire rentrer plus dans la discipline. D'accord, ok. Donc effectivement, travailler ces points faibles-là pour éviter que, entre guillemets, la chaîne se brise lors d'un effort important. Oui, d'un point de vue de la prévention des blessures, c'est ça. Et puis même sans parler des blessures, tu vois, quand tu dois produire de la force, ben, c'est ton maillon faible qui va limiter la production de force, tu vois, sans parler de blessures. Ben, le maillon faible, si tu tapes jamais dessus, ben, à un moment donné, tu vas saturer dans ta production de force parce que c'est le maillon faible qui va donner le là, si tu veux, de toute la production globale. D'accord, très bien. Et, euh, et effectivement, du coup, bah, si tu avais aujourd'hui, si tu as des athlètes qui écoutent ce podcast et qui ont un objectif, que ce soit compétition ou hors compétition, quelles seraient les trois clés que tu leur donnerais? Donc peut-être que la première, effectivement, ce serait de travailler ce maillon faible. Oui, c'est ça. Ou alors, si on veut ouvrir un petit peu pour les gens qui nous écoutent, un peu à tous les gens qui font de l'activité physique ou qui veulent s'y remettre, si on veut ouvrir un petit peu, parce que c'est vrai que les sportifs pros, c'est quand même hyper limité. Si on veut donner un peu des conseils plus généraux globalement aux gens qui veulent se remettre à l'exercice, les trois clés, c'est, par exemple, si tu veux te remettre à l'exercice à 40 ans et que 20 ans en arrière, quand tu étais étudiant, tu étais super fort en tennis, et ben, la première clé, la première erreur à éviter, c'est de se dire, euh, ben, je vais reprendre au point où je m'en suis arrêté il y a 20 ans. Tu vois. Alors, ça paraît comme ça, un peu bête comme conseil, mais c'est souvent ce qui se passe. Tu vois, on se dit, oh, j'ai juste 5-6 kilos de plus, mais bon, fondamentalement, je suis le même, je me sens en forme. Ben, je vais reprendre où je m'en étais arrêté. Tu vois, genre, je faisais 5 fois du tennis par semaine. Eh ben, allez, je vais reprendre à 5 fois. Donc, la première clé, c'est de se dire, on n'est pas la même personne 20 ans plus tard sous prétexte qu'on est en bonne santé. Donc, se dire qu'on reprend un niveau qui est absolument pas le même. Donc, ça, c'est la première clé. La deuxième clé, quand on veut se remettre à l'activité, euh, et qu'on n'est pas spécialement un sportif de naissance, c'est de se dire il faut que je trouve une activité qui est plaisante et qui me procure du plaisir. C'est un peu comme les régimes, si tu veux. Aucun régime n'est tenable vraiment dans le temps s'il te place complètement à côté de la vie sociale ou qui te place dans des contraintes qui sont impossibles à tenir. Donc, finalement, il faut que ça soit tenable. C'est pour ça que je parlais de la notion de plaisir. Parce que si tu as du plaisir, c'est tenable dans le temps. Donc la deuxième clé, c'est que ça soit tenable dans le temps. Donc pour ça, il faut y trouver du plaisir. Ça, après, ça diffère suivant les gens. Quoi. Si tu aimes plus les sports où c'est un peu plus la résistance ou l'endurance au centre, ben, tu vas te tourner vers des activités comme ça. Si tu aimes un peu plus les sports courts et intenses, il faut aller vers les sports courts et intenses. Donc voilà, il faut essayer de trouver ce qui te procure du plaisir. Puis la règle 3, globalement, maintenant c'est quand même bien démocratisé en France, il faut se faire encadrer, quoi. Tu vois, du coaching sportif en fitness ou ailleurs, quoi. Il ne faut pas hésiter à prendre quelques cours de tennis pour mieux apprendre à jouer au tennis. Il ne faut pas hésiter à prendre quelques cours de golf pour bien taper dans la balle et quelques cours de fitness pour s'entraîner sans se faire mal. Tu vois, ce n'est pas un budget de ouf, mais ça fait vraiment la différence sur le moyen terme et sur le long terme. Oui, et puis ça t'aide aussi sur les deux points précédents, quoi. Du coup, te faire encadrer va t'aider aussi à auto-évaluer et à faire évaluer ton niveau, qui effectivement depuis 20 ans a sûrement changé, ta santé, ton état de forme aussi. Et ça va t'aider aussi à trouver des clés pour prendre du plaisir. Parce que clairement aussi, le rôle du coach ou du préparateur physique, j'imagine, c'est aussi d'adapter les propositions aussi pour que l'athlète ou le particulier prenne du plaisir dans son entraînement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai focalisé sur les aspects techniques, mais fondamentalement, le rôle d'un coach, d'un entraîneur, tu vois, dans l'entraînement, il y a entrain. C'est-à-dire qu'il est aussi là pour te mettre psychologiquement sur de bonnes rails, en plus de t'amener les fondamentaux techniques. Donc, oui, tu fais bien de le préciser, absolument. Et récemment, j'écoutais un podcast, je crois que c'était Aurélien Bonsal d'Hervé, un préparateur physique, qui parlait dans un podcast, je crois que c'est le Biomécanique Podcast, je sais pas si tu connais, Oui, bien qui est sûr. assez intéressant. Et il parlait, et du coup, à un moment, on lui pose la question de du contexte sanitaire qui a eu, et du coup, la digitalisation de tout ce qui est
que ce soit coaching sportif ou enfin le milieu du sport en général, qui a dû un peu s'adapter, sachant que ce soit les athlètes ou les particuliers, certains sont repartis vivre à la campagne pendant quelques mois, les salles étant fermées, donc le matériel n'étant plus forcément disponible. Il y a eu une adaptation qui a été nécessaire. Et du coup, toi, est-ce que tu as dû, est-ce que le contexte sanitaire a perturbé ou en tout cas t'a fait changer certaines façons de faire, ou est-ce qu'au contraire, bon, ça n'a pas forcément changé grand-chose dans ton activité? Bah, dans le monde du sport de haut niveau ou du sport professionnel, tous les athlètes ont une dérogation. Tu vois, ils ont eu une dérogation pour s'entraîner tout le temps. Donc, c'était un peu plus compliqué pour trouver des infrastructures, mais fondamentalement, on a dérogé aux règles puisqu'on avait le droit de s'entraîner en tant qu'athlète professionnel. Donc, ça n'a pas trop changé d'un point de vue des conditions de travail. Ce qui a changé, c'est le calendrier des compétitions, quoi. Il y a eu pas mal de dates de compétitions qui ont été annulées. Bah, il y a eu les Jeux Olympiques qui ont été repoussés. Tu vois, par exemple, un de mes athlètes qui était à 2/10 des qualifs sur 50 mètres nage libre en natation, donc bah, il était bien content que ça soit repoussé, entre guillemets, parce que ça lui laisse un an de plus pour se qualifier aux Jeux. Donc, tu vois, ça a été plus, dans le sport de haut niveau, ça a été plus simple qu'ailleurs, puisqu'on avait des dérogations. Donc, ça n'a pas trop perturbé mon travail, mais ça a plus perturbé les compétitions. D'accord, ouais, donc ça a plus perturbé les plannings, le timing des préparations, C'est vu que ça, le planning des compétitions changeait. c'est ça. Ça a décalé le calendrier, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Ok, ok, je comprends. Et est-ce que ça t'a amené, parce que bon, ça a été le cas dans le coaching sportif en tout cas, du coup non, pas forcément, si j'en crois sûrement. Est-ce que ça t'a amené à te digitaliser un petit peu ou du coup à peut-être essayer de plus suivre un peu à distance certains athlètes qui peut-être étaient rentrés, je sais pas, partis, rentrés chez eux, je sais pas, à la campagne ou quelque chose. Parce que justement, c'est ce qu'il disait dans ce podcast, c'est que lui, il avait certains athlètes qui du coup étaient repartis dans leur famille, etc. Et que du coup voilà, il y avait eu une sorte de entre guillemets de digitalisation, c'est-à-dire d'utiliser Internet et les outils présents pour coacher à distance et préparer à distance voilà, Oui, pour les certains athlètes. athlètes, Mm. effectivement, comme ça a décalé le calendrier, ça les a laissés en entraînement en autonomie, parce qu'on s'est du coup retrouvé moins souvent quand même, puisque c'était quand même plus compliqué de se réunir tous. Donc, quand on pouvait éviter, on a évité. Donc, en fait, oui, pour certains, on a augmenté la part de travail en autonomie, mais suivi via les moyens actuels, quoi, via les plateformes pour suivre ses clients, ses athlètes. Donc oui, ça a permis d'augmenter la digitalisation des contenus, l'entraînement en ligne, quoi. Absolument, ouais. Via les plateformes. Euh, Aurélien et moi, par exemple, on utilise la même application qui s'appelle XFIT, qui permet de suivre les athlètes vraiment d'une manière globale. Mais indépendamment de la plateforme qu'eux utilisent, oui, on a fait plus d'entraînement à distance. Puis maintenant, il faut quand même s'imaginer qu'avec les smartphones, tu fais un exercice à la maison, tu as un doute sur l'exécution technique, tu demandes à ton athlète ou à ton client, hein, c'est pareil pour moi, qui t'envoie la petite vidéo de lui en train de réaliser une série de l'exercice. Donc le côté on n'est pas suivi à distance, c'est de moins en moins vrai, puisque tu mets la caméra où tu veux, et puis la caméra, le téléphone, hein, et tu filmes, c'est quand même bien plus facile qu'il y a même 10 ans en arrière, quoi. Donc oui, ça a augmenté cette part-là, puis avec tous les capteurs connectés, les fréquences cardiaques, les GPS, tout ça, tu peux l'envoyer, tout ça, c'est connecté. C'est un autre monde. Je pense que le confinement a bouleversé la pratique de certains coachs euh, parce que par la force des choses, il a fallu s'adapter. Et maintenant, il y a quand même une technologie qui permet de s'adapter. Donc oui, ça a quand même permis ce genre de choses. Sûr. Puis, lui disait même que, effectivement, en fait, finalement, un athlète ou même un particulier, peut-être 90% du temps, en fait, il n'est pas avec son coach ou son préparateur physique. Et que finalement, si tu arrives à optimiser ce temps où l'athlète n'est pas avec son coach ou avec son préparateur physique, c'est la loi des 80-20, quoi. Enfin, tu as un impact assez fort, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu en penses? Qu'effectivement, du coup, c'est peut-être 80-90% du temps où l'athlète, il est pas avec toi, finalement, tu peux avoir un impact fort à distance avec peut-être des outils ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et, dans le meilleur des cas, quand tu es coach sportif, quand tu es quelqu'un physiquement, je veux dire à l'ancienne,
3 heures par semaine, 3 séances par semaine, c'est déjà le bout du monde, quoi, tu vois. Mais tout le reste du temps de la semaine, fondamentalement, tu ne sais pas ce qui se passe dans le modèle standard. Les gens peuvent te téléphoner, t'appeler ou t'envoyer des messages, c'est ça d'accord. Mais fondamentalement, maintenant, avec les moyens de se connecter, tu peux très bien, avec un chat sur la plateforme que tu utilises, tu vois, focaliser toutes tes discussions professionnelles avec tes clients au même endroit. Parce qu'avant, quand tu avais plein de clients et que tu voulais maintenir le contact, ils pouvaient t'envoyer un texto, t'appeler, t'envoyer un tweet, aller sur Instagram en message privé ou sur Facebook. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu passais ta vie à checker les différents moyens de communication, quoi. Par exemple, dans l'application que j'utilise, tu peux tout centraliser au même endroit. C'est-à-dire que tu dis aux gens, je suis là pour toi, mais ça sera entre telle heure et telle heure. Ça, évidemment, parce que tu ne vas pas te réveiller la nuit pour vérifier si c'est un message. Mais tout est focusé, tout est focalisé sur une seule plateforme et toutes les discussions sont au même endroit. Donc, tu vois, ça te simplifie la vie et ça te fait gagner du temps. Moi, à un moment donné, il fallait que je check, je te dis, tous mes réseaux sociaux pour savoir si je n'avais pas un message, quoi. Donc, à un moment donné, on ne s'en sortait plus. Donc, quand tu centralises tout sur une seule plateforme, tu gagnes du temps et puis la personne, elle se sent drivée, tu vois, elle se sent dirigée dans le bon sens du terme. Bien sûr. C'est vrai que c'est les deux nuances que j'apporterai à tout ça. C'est la première nuance, c'est qu'il faut que le coach ou le préparateur physique maîtrise bien, enfin, choisisse les bons outils, enfin, en tout cas, ait à disposition de bons outils digitaux et sache aussi les maîtriser parce que du coup, ces outils-là nécessitent de se former un petit peu. Et la deuxième nuance, c'est il faut aussi que l'élève, en tout cas que le particulier ou le compétiteur soit autonome aussi, quoi, et qu'on l'emmène vers l'autonomie, parce que du coup, les 80% du temps où il n'est pas avec son coach ou son préparateur physique, il faut qu'il soit, même s'il y a des outils de suivi, il faut qu'il soit autonome. Plus il va être autonome, plus ça va être aussi pertinent, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, le fait que le coach il doive se former et investir un peu de temps et d'argent sur une plateforme, c'est un peu le même principe quand sont arrivés quand tu es arrivé à l'informatique. Moi, quand j'étais étudiant, donc il y a 25 ans en arrière, si tu veux, tu pouvais encore rendre tes rapports à la main, quoi. Tu vois, écrits à la main. Il faut s'imaginer. Je sais que ça va faire sourire tous les gens qui ont moins de 45 ans, mais tu pouvais rendre tes dossiers à la main. Tu avais la possibilité, parce que tout le monde n'avait pas d'ordi, quoi, à l'époque. Tu vois, ça semble délirant, mais c'est vrai. Mais ceci étant, donc les gens disaient, ah ouais, mais moi, passer par un traitement de texte, ça me prend du temps. J'ai aussi vite fait de le faire à la main. Ouais, à l'instant T, tu as aussi vite fait le faire à la main. Mais une fois que tu as maîtrisé le traitement de texte, ça t'a pris 2 heures, ça t'a pris 5 heures. Après, tu vas gagner des heures et des heures de travail sur tout le reste de ta vie. Donc, fondamentalement, c'est un petit peu comme investir du temps pour sa formation. Là, c'est investir du temps pour ses outils. Donc, tout le temps que tu investis, certes, au début, il n'est pas rentable, mais en un claquement de doigts, il le devient et puis ça augmente le niveau de professionnalisation. Quand tu rendais tes dossiers à la fac, écrit à la main, tu avais beau avoir une belle écriture, c'était quand même autre chose de le rendre imprimé et taper sur un traitement de texte, quoi. C'est sûr, hein. Anecdote, ouais, effectivement, moi j'ai été reçu dans une fac parce que j'avais pris la peine d'écrire à la main la lettre je sais pas, c'était pas une lettre de motivation, quelque chose comme ça, et j'avais pris la peine de l'écrire à la main, et je sais que du coup, la personne qui l'avait réceptionné avait pris ma candidature parce que justement, elle avait reçu que des lettres écrites à l'ordinateur. Enfin, bon, Voilà, c'est l'inverse pour le coup, là. ouais, voilà, c'est l'inverse du coup, ouais. Exactement. Mais oui, et puis la dernière nuance, c'est aussi du coup que les outils digitaux aussi peuvent te servir à aussi trouver des clients, mais bon, c'est peut-être un peu moins le cas pour la préparation physique. Quoique, du coup, toi, tes clients te trouvent comment de façon générale, ou comment les trouves-tu? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Comment est-ce que Alors, tu fonctionnes? le monde professionnel de la haute performance, c'est quand même un tout petit univers, surtout Bien en sûr, France. bien sûr. Donc, on n'est pas non plus des centaines à avoir déjà beaucoup d'expérience sur le terrain. Il y a des centaines de jeunes qui sortent tous les ans des universités et des diplômes divers et variés. Mais déjà, avec une forte expérience du très haut niveau, on n'est pas 50. Donc, c'est un tout petit univers. Donc, souvent, ça tourne quand même, malheureusement, en vase clos. Ceci étant, par exemple, mon nageur qui m'a embauché il y a un an pour se qualifier à Tokyo, qui est en passe d'y arriver, euh, lui, il me connaissait parce qu'il avait lu, j'ai écrit 4 livres, il avait lu un de mes livres qu'il avait rencontré sur un podcast que j'avais fait pour un site de natation. Donc, tu vois, en fait, les réseaux sociaux, ça avait permis à cet athlète-là
de savoir que j'existais, et donc d'avoir vu que j'avais écrit un livre, donc ce qui est un peu une preuve sociale d'une certaine expertise. Et il m'a contacté comme ça, tu vois. Donc même à haut niveau, alors c'est anecdotique, c'est pas arrivé souvent ce genre de scénario, mais les réseaux sociaux, ça peut t'aider, ou les moyens informatiques de communication actuels, ça peut t'aider à augmenter ton réseau et donc à augmenter mécaniquement les chances d'avoir un client. Alors, c'est bien plus vrai pour le coaching sportif parce que il y a bien plus de gens, c'est moins élitiste, mais fondamentalement, oui, c'est incroyablement différent et plus facile de rencontrer des milliers de personnes virtuellement qu'il y a 20 ans en arrière de les rencontrer physiquement, quoi. Donc, non, je pense que c'est une certitude. Dans une des élèves de mes formations s'adresse aux athlètes de haut niveau et on est passé par LinkedIn, quoi. LinkedIn, tu rentres, je sais pas, athlète dans la barre de recherche athlète Lyon, toi, dans ton cas par exemple, athlète Lyon, et puis tu as la liste de tous les athlètes du Lyon. Alors évidemment, ceux qui ont créé un compte LinkedIn par exemple, mais enfin, c'est hyper puissant, quoi. C'est ça, Donc, c'est c'est ça. hyper C'est intéressant. une façon de toucher une multitude de personnes, quoi. Après, voilà, c'est le process qui est plus technique et plus fin, parce que s'il suffisait de lancer, si tu veux, 1 million de cannes à pêche pour relever des super poissons, ce serait pas trop dur. Après, on n'est pas les seuls à aller sur les réseaux sociaux, quoi. Après, Bien c'est le sûr. process qui te fait transformer tous ces poissons en une pêche, on va dire, miraculeuse ou pas. C'est là que c'est plus compliqué, parce que tu n'es pas le seul à te dire, on n'est pas les seuls à se dire que c'est facile de toucher plein de monde. Après, ce qui est plus compliqué, c'est le processus. Après, on rentre dans les techniques de marketing et de C'est vente. ça. Ouais. Et du coup, parle-nous un petit peu de tes livres. Eh ben, j'ai commencé à en sortir le premier que j'ai coécrit avec Aurélien Broussal, justement, dont tu parlais tout à Ah bah l'heure. super, ok. Ouais, on se connaît très bien. Notre premier livre, il est commun, on l'a sorti en 2010. Donc, tu vois, il s'appelle toujours la prépa physique moderne, mais il est vachement moins moderne maintenant qu'en 2010. Euh, et après, on a sorti un autre ensemble, les thèses de terrain, en 2012. Après, j'en ai écrit un tout seul en 2013, Approche moderne du développement de la force. Donc, c'était ciblé sur le développement de la force. Et le dernier, justement, sur la natation, qui est sorti en 2016, la prépa physique natation. Donc, vraiment, c'est ciblé sur la natation. Donc voilà mes 4 livres que j'ai écrits ou coécrits avec certaines personnes. Super. D'accord, très bien. Et on mettra Ils sont trouvables sur Internet, Oui, oui, j'imagine. de partout. Ouais, Bon, on de mettra partout. les liens sous la vidéo et sous le podcast. Autre sujet, complètement différent du sport, mais j'aime bien poser cette question, c'est depuis que tu t'es lancé en indépendant en tant que préparateur physique, du coup, quand tu es un indépendant, voilà, tu as ton chiffre d'affaires, euh, est-ce que ta relation avec l'argent, elle a évolué par rapport à avant? Peut-être, je sais pas si tu as fait quelques emplois, si tu es quand même passé par quelques emplois de salarié, étant jeune ou moins jeune. Est-ce que voilà, ta relation avec l'argent, elle a évolué au fil du temps, au fil que ton activité de préparateur physique s'est développée? Ben, moi, j'ai été tout de suite dans le milieu indépendant. J'avais des clients à gérer en face de moi. En fait, les premiers athlètes qui m'ont embauché, les 2 premiers athlètes qui m'ont embauché sérieusement, si tu veux, ils m'ont embauché à titre individuel. C'était un couple de danseurs sur glace. Donc, il y a une vingtaine d'années de ça, hein. Ils étaient déjà, au moment où je les ai rencontrés, ils étaient déjà 10e mondial. Donc, si tu veux, quand ils m'ont recruté pour gérer leur prépa physique individuel, euh, et ben en fait, j'ai été tout de suite confronté à la relation avec l'argent. Et en fait, si tu n'oses pas mettre un prix décent, tu mets pas longtemps à comprendre que ça va pas être viable, quoi. Parce que tu vois, c'est pas compliqué, hein. Les journées de travail, elles font, on va dire, quand tu as passé 6 heures sur le terrain à entraîner, tu es quand même rincé, quoi, tu vois. Donc, tu vois, si tu multiplies 6 heures sur, allez, 5 jours par semaine, et je suis large, si tu as fait 30 heures par semaine de prépa physique, en dessus, c'est quand même compliqué de rester qualitatif. Donc, tu mets pas longtemps à comprendre que ton tarif horaire, il est crucial parce que les journées, elles sont pas extensibles. Donc, tout de suite, ça m'a décomplexé sur le fait de parler d'argent parce que si je voulais gagner ma vie, j'avais tout intérêt
à comprendre ça très, très vite, quoi. Et puis, si tu ne le comprends pas tout de suite, au bout d'un mois, que tu as multiplié ton tarif horaire par le nombre d'heures, tu as vite fait de comprendre que tu es mort si tu n'as pas un tarif horaire suffisant et si tu n'es pas capable de te vendre. En plus, va souvent se poser le problème en indépendant de courir après tes sous, parce que là, je parle évidemment pas de ces athlètes-là, mais j'ai eu d'autres cas de figure où tu n'es pas payé tout de suite. Ah oui, je te paye le mois prochain ou je te paye plus tard. Et puis le mois prochain, le client, il arrête ou il se barre. On peut toujours dire que tu vas l'attaquer, mais dans les faits, c'est pas vrai, quoi. Tu vas pas faire un procès à quelqu'un qui te doit 200 euros, quoi, tu vois. Donc, tu es vite à l'aise avec l'argent parce que tu te rends compte qu'entre ceux qui ne te payent pas et ceux qui te payent, mais que s'ils ne te payent pas assez, tu ne vivras pas. Donc, oui, ça va très vite quand tu es indépendant. Sinon en un claquement de doigts, tu es sous un pont, quoi. Donc, oui, ma relation à l'argent, elle a évolué tout de suite et très vite. J'ai pas eu trop de problèmes à parler d'argent, quoi, parce que, pour les raisons que je viens d'évoquer. T'es un peu, enfin, c'est vrai que quand t'es entrepreneur, t'es un peu contraint voilà, de manier l'argent entre guillemets, alors que c'est pas forcément c'est pas forcément ta passion, quoi. Au début, voilà, toi, c'est la préparation physique, moi, ça va être C'est ça. notre domaine, mais finalement, t'es quand même contraint et forcé de savoir, C'est un peu comme la comptabilité, quoi, tu vois. c'est vrai. Tous les jeunes qui se lancent en travailleur indépendant ou qui veulent pas se lancer, ils disent oh là là, mais il faut faire la compta, il faut faire ci. Moi, c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas ton truc. Mais en fait, tu comprends vite que si c'est pas ton truc, tu vas droit dans le mur. Donc, il y a deux options, quoi. Ou tu t'arrêtes de penser que ton métier, c'est juste être coach sportif. C'est le gros de ton métier, c'est le cœur du métier. Mais tu vois, un boulanger, son cœur de métier, c'est de faire du pain. Mais si tu veux, s'il ne paye pas son loyer ou s'il ne fait pas sa caisse comme il faut, il est mort aussi, quoi. Donc, tu veux, il faut que les gens s'imaginent que le cœur de métier, c'est une chose, mais tout ce qui va autour, ça fait partie du job, quoi. Donc, tu vois, quand je fais ma compta, moi, je le compte dans mes heures de travail. Tu vois, c'est pas un amusement, mais ça fait partie du job. Sinon, il faut être salarié. Mais après, salarié, il y a d'autres inconvénients, quoi, à être salarié. Donc, les gens qui disent, tu vois, qui ont un problème avec l'argent, et malheureusement, en France, on a vraiment un tabou et une honte de l'argent qui frôle le ridicule, quoi. Alors, ça évolue quand même avec les nouvelles générations. Et puis, pour le coup, les réseaux sociaux montrent qu'il y a plein de pays où il y a plein de gens qui sont décomplexés vis-à-vis de ça. Mais nous, ça frôle le ridicule, quoi. Ah, peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs. Je sais pas. Peut-être, mais j'ai du mal à l'imaginer. J'avais un copain américain qui me disait vous, en France, vous parlez de sexe facilement, mais vous ne parlez pas d'argent. Nous, aux États-Unis, c'est l'inverse. On parle jamais de sexe, mais on parle tout le temps d'argent. Alors, tu vois, ça doit être culturel. Ça doit s'expliquer quelque part. Mais ça m'avait fait rigoler parce que je me suis dit, ah ouais, vous aussi, vous avez un tabou. Ouais, nous, on a un tabou. Il m'expliquait tout le système pour draguer aux États-Unis, quoi, tu vois. Au début, tu as un premier rendez-vous, ça se passe comme ça. Après, tu en as un deuxième. Tu vois, c'est hyper processisé, quoi. C'est drôle, hein. Tandis que nous, bon, tu as un rendez-vous, quoi. Donc, tu vois, c'est pour dire qu'on n'a pas tous les tabous non plus, quoi. Et celui-là, il est pénible parce que il fait quand même ton autonomie financière, quoi. Bien sûr, ouais, c'est clair. Mais par contre, pour revenir sur la comparaison avec la comptabilité, enfin, je sais pas, dis-moi si ce que tu en penses, mais enfin, du coup, la comptabilité, tu peux plus le déléguer, alors que savoir te vendre et annoncer un prix, c'est difficilement délégable à quelqu'un d'autre. Si toi-même, tu sais pas te vendre lorsque tu es avec un client, ou face à un client, ou je sais pas, lors d'un networking quelconque, ou sur les réseaux sociaux quand tu communiques, c'est quand même plus compliqué de le déléguer à quelqu'un. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, c'est c'est vrai que sûr. La compta, tu peux la déléguer, mais un petit jeune qui commence, la plupart du temps, il oui, se met en micro-entreprise. euh, il a deux, trois trucs à faire pour sa compta, tu vois. C'est pas foufou, mais il faut les en faire quand plus. même. Mm. Et puis, avant de pouvoir payer un comptable, déjà, souvent, tu commences un peu à gagner un peu de sous. Puis après, tu délègues. C'est vrai que tu peux déléguer la comptabilité bien plus vite. Mais au début, c'est pas ce que tu fais. Et bon, après, le processus de vente, quand tu travailles en ligne, il y a des gens qui t'expliquent aussi comment faire d'un point de vue du processus pour capter l'attention des gens. Tu peux aussi te faire aider, tu vois, dans le processus de vente. En ligne, c'est plus facile. En physique, il y a aussi des techniques. Je veux dire, ça s'apprend. Tout le monde s'imagine que pour être vendeur, il faut être né avec la chat, c'est tout. Il y a plein de vendeurs excellents qui sont pas nés vendeurs, quoi. Tout se travaille, quoi, tu vois.
Il n'y a pas de raison que ça ne s'apprenne pas. Mais je suis d'accord avec toi qu'en physique, c'est un peu plus compliqué, quoi. Si tu parles d'argent, tu te mets à bafouiller, à devenir tout rouge, bon, c'est plus compliqué. Il va falloir travailler sur toi, c'est certain. Oui, tu veux dire en ligne, quand par exemple quelqu'un achète directement sur ton site internet, tu veux Hmm, dire. Ouais, c'est ça. ok. Ouais. Parce qu'après, tu as aussi un autre type de vente qui est, bah là, ça se fait pas mal avec le coaching en ligne, c'est la vente par téléphone. Bah là, du coup, tu dois recréer le lien de confiance que tu as normalement en face à face, mais là, tu es au bout du téléphone, c'est différent. Ouais, là, c'est encore différent. Encore Hmm. différent. Il s'avère que si tu bafouilles tous les mots, ça ne marchera pas non plus. Mais pareil, ça se travaille, quoi. Il n'y a Bien pas de sûr. raison que, même si tu n'es pas à l'aise, après, tu apprends des techniques, quoi, comme en sport. Je veux dire, à un moment donné, sauter à la perche, c'est pas naturel, mais tu peux arriver à sauter 5 mètres à la perche. Mais il faut passer par les fondamentaux, là encore, te faire aider et accompagner pour comprendre quoi dire au début. Alors, au début, c'est un peu robotisé, c'est un peu automatique. Et une fois que tu te rends compte que les gens en face, ils savent pas que fondamentalement, tu as un rapport à l'argent compliqué ou que tu es timide. Si toi, tu as une façon, tu as un script un peu détaillé, au début, c'est robotisé, mais petit à petit, ça devient de plus en plus naturel. Et puis les gens, ils ne savent pas que tu es timide au début. Tu vois, ils parlent à une personne, ils ne vont pas au fin fond de ton âme savoir quel est ton problème dans la vie, quoi. Donc, tu vois, il faut vraiment prendre du recul. Mais ça se travaille. Si ce n'est pas inné, ça se travaille. Sûr. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que nous, là, dans les élèves que j'ai, effectivement, le début, du coup, c'est de vraiment avoir un process, quoi, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que c'est que enfin, le talent inné, etc. Alors qu'en fait, voilà, tu as des vraies méthodologies. Et quand tu as une méthodologie, que ce soit d'ailleurs en vente, en sport ou n'importe quoi, bah, tout de suite, c'est plus clair, quoi. C'est processisé, comme on dit. C'est ça. Parce que hein, tu peux toujours, si on prend une comparaison avec la musique, quoi. Tu vois, tu peux être Mozart et puis faire des symphonies sans connaître le solfège. Bon, ce qui n'était pas le cas de Mozart, mais tu vois, tu peux être un génie et puis vendre naturellement. Mais la majorité des gens qui font de la musique, bah, tu vois, tu apprends le solfège, tu apprends les bases, tu apprends les règles. Et petit à petit, tu t'en dégages. Mais parce que tu as fait l'effort au début d'apprendre les fondamentaux. Je crois que ce soit en sport, en musique, en tout ce que tu veux les génies, tu vois, complètement innés, qui savent faire quelque chose un peu en partant de rien, je veux dire, ça court pas les rues, quoi. Puis même ces gens-là, ils disent qu'ils ont bossé, quoi. Bien sûr. Donc, tu vois, il faut se dire, c'est du boulot, quoi. C'est un travail, ben, c'est une compétence, voilà. Et puis, comme tu disais, bah, quand tu es entrepreneur, c'est voilà, c'est le moteur de la vente, c'est le moteur de ton entreprise, donc l'essence de ton entreprise. Ouais, Donc il tu y es a qu'un obligé d'en passer par fonctionnaire là. pour te dire, l'argent, c'est pas important, quoi. Tu vois. Oui, Et j'ai oui, rien bien sûr. contre les fonctionnaires, tu vois. Ma sœur et ma mère sont fonctionnaires, quoi. Donc, tu vois, je le dis en toute décontraction, mais il y a que ces gens-là pour te dire, l'argent, c'est pas important, quoi. L'argent, c'est pas important. Oui, quand il tombe tous les mois avec zéro incertitude, ouais, c'est vachement moins important. Ouais. Mais sinon, dans la vraie vie, et puis avec le confinement, enfin avec la Covid, même les salariés, ils se sont rendus compte que ben, leur boîte pouvait couler, quoi. Donc vraiment, pour le coup, à moins d'être fonctionnaire, et je leur fais un coucou, hein, vraiment que ça soit clair, j'ai rien contre, mais à moins d'être fonctionnaire, ben, tu t'es rendu compte que même en étant salarié, tu pouvais tout perdre, quoi. Donc, ouais, l'argent, c'est de plus en plus important et de moins en moins tabou à cause ou grâce au Covid, à la Covid aussi. Puis ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas une fin en soi l'argent, mais c'est un moyen aussi d'accéder à des choses pour te faire, bah, soit pour te faire plaisir, soit à réinvestir dans ton entreprise et la faire grossir. C'est un moyen, quoi. Faut pas, parce que les gens généralement disent ouais, mais bon, l'argent n'est pas une finalité. Non, c'est un moyen d'accéder à un style de vie, voilà, des passions, être généreux aussi. Enfin voilà, c'est un. Ouais, après, je pense qu'il faut même se décomplexer plus que ça, quoi. Pour plein de gens, c'est pas une fin en soi, mais honnêtement, si les gens qui nous écoutent, ils sont tout à fait honnêtes avec eux-mêmes, pour plein de gens aussi, c'est une fin en soi, quoi. Faut pas rêver, quoi. Il y a des gens pour qui gagner de l'argent, c'est une fin en soi. J'ai envie de te dire, est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne si l'un de tes objectifs de vie, c'est d'être riche, tu vois? Tu vois, tu voudrais être champion du monde, tout le monde dirait, enfin, c'est formidable, il a de l'ambition, d'accord, et tout le monde trouverait ça super. Mais si quelqu'un dit, bah, moi, je veux être millionnaire, en France, on te regarde de travers ou on te rit au nez, quoi. Alors, fondamentalement, pour le coup, aux États-Unis, tu veux être millionnaire, tout le monde trouve ça super, quoi. Parce que, tu vois, comme si l'ambition, elle était compartimentée sur un secteur. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire, même, il faut se décomplexer et vouloir gagner de l'argent, que ça soit une fin en soi, c'est pas forcément automatique que tu es malhonnête, quoi, tu vois. Bien sûr. Ah bah moi je le vois comme un challenge sportif quoi, un petit peu comme en sport tu te fixes des objectifs. Bah là au niveau entrepreneurial
L'indicateur qui montre que ton entreprise elle performe ou pas, c'est aussi les rentrées financières. Donc, tu te mets C'est des ça, challenges aussi financiers. c'est ça. L'argent, qu'on le veuille ou non, dans l'entrepreneuriat, c'est un marqueur de réussite, quoi. Qu'on le veuille ou non. On peut discuter tant qu'on veut du côté éthique, mais à un moment donné, le propre d'une entreprise, c'est de croître, quoi. Parce que si elle stagne, normalement, c'est déjà le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, croître, c'est le signe, puis même à l'échelle de la nature, quoi. Tout ce qui n'est pas en période de croissance et en période de stagnation, c'est fatalement plutôt proche de la fin que du début, quoi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a débloqué par rapport à l'argent, par exemple, quand toi, tu t'es rendu compte qu'effectivement, il allait falloir te vendre, augmenter tes prix? Parce que je sais qu'il y a plein d'indépendants qui vont sûrement écouter, qui ont un petit blocage par rapport à ça, ça arrive très souvent. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a aidé ou est-ce que, comme tu disais, tu t'es simplement formé, tu t'es fait aider, accompagner sur la partie vente, marketing est-ce qu'il y a un élément qui a débloqué quelque chose à un Ben, moment? moi, j'ai eu la chance au début, en fait, que le big boss du centre d'entraînement qui gérait tous les patineurs du monde entier, en fait, c'était une très grosse structure où j'ai commencé à travailler en indépendant, hein. Il y avait que des indépendants dans cette structure-là. En fait, le big boss de cette structure, c'était un entrepreneur. Tu vois, c'était pas son job, il gagnait pas d'argent ou peu d'argent avec ce job-là, mais c'était un entrepreneur. Et tu vois, c'était un peu comme un mentor. C'est-à-dire que il m'a fait gagner beaucoup de temps parce que et puis il l'est toujours. Il est extrêmement excentrique, exubérant. Donc, si tu veux, tu mets pas longtemps à comprendre les choses parce que où il te rentre dedans, où il te prend par la main parfois, mais ça te laisse pas indifférent. Donc, j'ai eu la chance, si tu veux, en gros, d'avoir quelqu'un qui m'a vite fait comprendre les choses, quoi. Et c'est la meilleure solution parce que à l'époque, il y a 20 ans, tu vois, tu pouvais pas écouter de vidéos YouTube d'entrepreneuriat ou de marketing ou quoi que ce soit. Ça n'existait pas, tout ça. Tu avais les bouquins, mais tu n'en avais pas 50 des bouquins en français. Donc, tu vois, c'était une autre époque. Certains diront que c'était une époque meilleure, peu importe si elle est meilleure ou moins bonne. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est différente. Donc, à l'époque, c'était vraiment le concept de mentor dans la vraie vie qui t'aidait à gagner du temps. Donc, c'est ça qui m'a fait gagner beaucoup de temps et qui m'a vraiment décoincé rapidement. Ça peut même être une clé aujourd'hui, dans le sens où ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as un blocage là-dessus, ou sur n'importe quel point, d'ailleurs, te rapprocher de quelqu'un qui, lui, pour qui c'est une compétence, quoi, une vraie compétence. Je sais pas, si tu as une vie en digital, tu vas trouver quelqu'un forcément dans ton entourage qui s'y connaît bien. Si tu as une vie en sport, tu vas trouver quelqu'un de ta famille qui est sportif de haut niveau ou pas d'ailleurs. Enfin voilà, et là pareil au niveau de la vente, tu vas chercher, tu as forcément un entrepreneur dans ton entourage ou un commercial dans ton entourage qui sait vendre, quoi, et qui va aussi pouvoir t'épauler peut-être. C'est ça. Mais je voulais dire qu'à l'époque, si tu voulais Oui, apprendre la je vente vois ou ce le que tu veux dire. marketing tout seul, Ah c'était oui, vraiment c'était plus timide, c'est compliqué, quoi. compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Maintenant, tu peux voir des tutos. Alors, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais tu apprends quand même des trucs tout seul. Si tu veux te confronter à personne d'autre qu'Internet, tu apprends quand même plein de trucs sur Internet, mais le pire côtoie le meilleur, tu vois. Et puis, tu n'as pas de processus forcément. Bien sûr. Dès que ça devient processisé et tout, ça devient payant. Donc, tu retrouves un petit peu cette même logique. Mais tu arrives quand même à apprendre des trucs plus facilement maintenant, je Bien sûr. pense. Et puis tu as des gens qui t'accompagnent alors que peut-être il y a 10 20 ans, tu n'avais pas. J'en discutais d'ailleurs avec quelqu'un de ma famille qui est indépendant aussi, et qui me disait qu'à son époque, il n'y avait pas de consultant, de formateur comme ça que tu pouvais trouver en un claquement de doigts sur la partie marketing, vente, ou même management, recrutement, etc. Pour te former, c'était, ouais, comme tu viens de le dire, quoi. Tu avais quelques bouquins, et puis sinon, tu écoutais le tonton, la tata qui l'avait fait, quoi, et puis, puis tu te débrouillais avec ça, quoi. Mm. C'est ça. Fondamentalement, c'est le même principe. C'est Mm. juste qu'à l'époque, tu avais eu infiniment moins de possibilités, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, un dernier thème, c'est ta définition du succès. On pourrait dire déjà en tant qu'indépendant enfin, préparateur physique, quelle est pour toi la définition d'un préparateur physique successful et puis même dans la vie de tous les jours, de façon générale, qu'est-ce que pour toi le succès? D'une manière générale, dans le secteur professionnel, on va se cantonner à ça. Le succès, c'est ta capacité à t'aligner avec trois choses, de mon point de vue. Justement, t'aligner correctement avec ton rapport à l'argent. Alors, c'est pas classé par ordre d'importance, les trois alignements. Donc, ton rapport à l'argent, ton rapport à la reconnaissance sociale, parce que ça encore, c'est un autre grand tabou, mais tu veux être chanteur et tu veux être célèbre, tout le monde trouve ça
très bien. Tu vois, personne ne dit, bah oui, un chanteur, il veut être célèbre, totalement. Mais toi, si tu veux être célèbre dans un autre job, si tu veux être le plus célèbre des entraîneurs ou le plus célèbre des boulangers, je ne sais quoi, tout de suite, ça devient mal à propos. Donc non, ça n'a pas plus de sens que de mépriser l'argent, quoi. Donc être aligné avec l'argent, être aligné avec la reconnaissance sociale, et le troisième point, celui que, pour le coup, en France, on met en avant avant tout, et tout le temps, et presque uniquement, c'est ta capacité à être aligné avec ton sentiment d'accomplissement. Le sentiment d'accomplissement, c'est un peu le côté noble, tu vois. C'est un peu comme si le reste c'était sale, mais ça, c'est le côté propre. Le sentiment d'accomplissement, c'est quoi? C'est faire des choses pour lesquelles tu as des compétences et qui te renvoient à, à de la réussite et à de l'accomplissement chez les gens à qui tu t'adresses. Tu vois, sentiment d'accomplissement, reconnaissance sociale et argent, une fois que tu es aligné correctement avec ces trois paramètres, normalement, tu rencontres le succès. Et tu veux dire surtout par rapport à toi, choisir tes propres critères aussi où tu vas te sentir accompli, parce que Oui, de ne pas voilà. trop chercher non plus dans le regard des gens les C'est critères ça, c'est complètement introspectif ce que je voulais d'accomplissement. dire. Mhm. Tu fais bien de le préciser. Tu vois, en début de carrière, souvent, le schéma qui se dessine, c'est le sentiment d'accomplissement, il est prioritaire, tu vois, tu penses un peu qu'à ça. Ou alors, je vais parler de mon exemple, hein, mais je pense que c'est assez répandu. Sentiment d'accomplissement, au début, tu veux accomplir des choses parce que tu as quelque chose à te prouver à toi-même et aux autres. Et puis, la reconnaissance sociale et l'argent, c'est un peu plus secondaire. Et puis, quand les années passent, le sentiment d'accomplissement, il est moins présent parce que, bah, justement, plus tu as accompli, moins tu as besoin d'accomplir pour prouver des choses. Et après, les autres passent à un plan un peu plus important. Donc, c'est ça, c'est introspectif. Les trois pans du succès, ils sont personnels, quoi. Pour certains, l'argent, c'est très important, le sentiment d'accomplissement un peu moins, et la reconnaissance sociale, pas du tout. Puis pour d'autres, c'est l'inverse. Donc, une fois que tu es aligné dans ce sens-là, une fois que tu es en adéquation avec ces trois piliers, sachant qu'ils peuvent évoluer pendant la vie, c'est ce que je disais, ben, normalement, tu rencontres le succès. Super. Bah écoute, c'est bien, hein, c'est complet. Nickel. Bah écoute, merci pour cette belle définition. Est-ce que, alors du coup, quels sont du coup, on parlait des livres, on parlait de ton activité de préparateur physique. Est-ce que tu as d'autres euh, choses dont tu aimerais parler ou partager, que tu aimerais partager, d'autres, voilà, donc tu enseignes également donc à Lyon, mais ça, effectivement, bon, il faut s'inscrire au cursus faire STAPS. C'est Est-ce ça. que tu parlais de formation également? Où est-ce qu'on peut Ouais, trouver tes ouais, on formations et de pourra quoi elles mettre, parlent? si c'est possible, en lien Bien sûr. mon site internet, qui est très simple, hein. Il y a juste trois onglets, qui je suis, ma newsletter, où une fois par semaine, tous les mardis, je donne à mes abonnés une vidéo ou un article exclusif. Donc ça, c'est ma newsletter qui est gratuite. Et il y a mes formations en ligne, vraiment spécifiques sur le métier de coach sportif et préparateur physique. Des formations en ligne qui sont déjà prêtes, que tu achètes, que tu gardes à vie. Donc, on mettra le lien et puis les gens ne manqueront pas, s'ils sont intéressés, d'aller visiter ce petit site. C'est sur quel thème, en quelques mots, Euh, tes les- formations? c'est vraiment technique, hein. Par exemple, c'est sur bah là, ma dernière formation, celle qui a le plus marché, c'est sur l'entraînement adapté aux femmes, par exemple. Comment adapter l'entraînement avec le cycle menstruel. Tu vois, ce genre de choses. C'est Super. des formations vraiment techniques sur comment améliorer tes compétences de coach et de préparateur physique. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'entraînement féminin parce que c'est un sujet qui est tellement sous-coté et sous-développé. Tu vois, on entraîne les femmes comme si c'était des hommes la plupart du temps. Il y a très très peu d'adaptations qui sont faites. Je pense au cycle menstruel parce que c'est là encore c'est une sorte de tabou, quoi. Tu vois, comme si la moitié de la population mondiale était hormonalement identique à nous les hommes. Ce qui fait sourire quand on Ah le bon? dit, mais C'est pas le quand cas? on regarde les choses, combien il y a de coachs qui réellement s'intéressent ben, est-ce que ma cliente elle a un cycle menstruel problématique ou pas, quoi. Tu vois, déjà, rien que ça, fondamentalement, très très peu. Donc, tu vois, c'est ce type de formation que tu peux retrouver sur mon site. D'accord. Et un petit teasing de ça, du coup, est-ce que euh, il y a une technique particulière ou est-ce que du coup, qu'est-ce que tu enseignes pour s'adapter par exemple, à ces cycles menstruels ou si par exemple il y en a des particuliers qui nous écoutent, qui sont des femmes et voilà, qui ont envie de savoir un peu comment adapter leur pratique en fonction de ça, est-ce qu'il y a une petite clé ou un petit teasing voilà, de ce que Bah, tu enseignes dans la formation qui, j'imagine, est bien plus complète que ce que ouais, tu bien peux dire sûr. maintenant, bien sûr. Bah, déjà, la première chose, elle renvoie quand même au bon sens, quoi.
si tu as un syndrome prémenstruel hyper fort, hyper invalidant, eh ben, là, il ne faut pas essayer, tu vois, de faire rentrer le triangle dans un rond, tu vois, comme les jeux des gosses, quoi. À un moment donné, si tu as des périodes problématiques, euh, pas faire rentrer des triangles dans des ronds, ça paraît être la première règle, mais qui n'est pas forcément la plus suivie. À un moment donné, s'il y a des périodes où tu es down, ben, il faut faire des activités qui te permettent de les réaliser, quoi. Donc, tu vois, par exemple, si tu as un syndrome prémenstruel compliqué et que tu es sportive et que tu fais, par exemple, de la course du trail ou de la course en pleine nature, ben, dans ces périodes-là, ben, tu peux peut-être te pencher sur le côté tactique ou technologique, rechercher du nouveau matos, peut-être changer tes chaussures, essayer de trouver des chaussures plus adaptées. En fait, t'occuper côté un peu plus intellectuel de ta pratique qui peut avoir de l'importance. Tu vois, parce qu'à un moment donné, par exemple, je prends l'exemple du trail, essayer d'aller repérer des endroits, étudier des cartes. Bon, je prends cet exemple-là. En fait, ouais, le game changer, c'est déjà écouter un minimum son propre corps et pas vouloir marcher sur la tête. Écoute, hyper intéressant, ça donne bien envie d'aller en voir plus. Et bah écoute, du coup, on retrouvera du coup les formations sur ton site pour avoir les explications de tout ça. Ça doit être assez intéressant. Et est-ce que tu aurais est-ce que tu as un petit mot pour conclure ou est-ce que tu as quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aimerais partager avec nous, dont tu aimerais parler? Ouais, je pense que s'il y a des jeunes coachs qui nous écoutent, il faut qu'ils aient à l'esprit que se former professionnellement, c'est-à-dire ce que les gens disent spontanément, ils disent j'ai dépensé de l'argent, ben, il faudrait transformer ce dépenser de l'argent en l'expression suivante, c'est-à-dire investir sur soi-même. En fait, si tu te formes sur les aspects techniques, mais aussi les aspects business et marketing de ton boulot, c'est pas une dépense, c'est un investissement sur toi-même. Et en fait, tu te rends compte la plupart du temps, si tu fais appel aux bonnes personnes, que cette dépense, elle est absorbée et multipliée ensuite par des gains fois beaucoup. Donc voilà, transformer, dépenser de l'argent en investir de l'argent, c'est peut-être le mot de la fin qu'on peut apporter. Effectivement, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est quelque chose que je répète aussi pas mal aux coachs que je côtoie. Ok, bah super, merci beaucoup Olivier, c'était hyper intéressant. Et bah écoutez, rendez-vous sur tous les liens qu'on va mettre en dessous, donc le lien de ta newsletter, de tes livres et également de ton site pour retrouver tes formations. Merci Olivier. Merci François pour l'invitation. Je t'en prie, et puis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à laisser une note sur ce podcast ou à lâcher un petit like si tu es sur une des plateformes de réseaux sociaux. Si tu es coach sportif et que tu souhaites participer également à ce podcast et que tu souhaites venir discuter avec moi de différents thèmes qu'on en a abordés, je t'invite à m'écrire un mail à fg@françoisjorin.com et nous pourrons ensemble fixer une date pour réaliser ce podcast. Si tu souhaites également augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, attirer des clients, si tu souhaites également développer un système de coaching sportif en ligne, le commercialiser, ou si tu as déjà un système de coaching sportif en ligne et que tu souhaites avoir davantage de résultats, je t'invite tout simplement à regarder ma conférence gratuite. Tu dois avoir le replay qui doit être en lien ci-dessous, sous le podcast. Et tu peux également le taper directement sur ton navigateur www.françoisjorin.com/bienvenue. Et en ce qui concerne mon invité du jour, si tu souhaites retrouver toutes ces coordonnées, tu les trouveras dans les liens sous ce podcast. Je te dis à très bientôt pour un prochain Parole au Coach.